Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue déjà dans votre émission Environnement pour tous. Comme vous le savez, l'émission Environnement pour tous, c'est l'une émission de la radio-télévision numérique Bouyema dans le cadre de parler de tout ce qui est environnement. Ce soir, nous allons recevoir pour vous Maître Joseph, qui est le chargé des communications des Tropenbos, avec qui nous allons parler de la formation des parties prenantes dans le secteur artisanal des bois. Et nous allons parler de ces projets APV Flag avec Maître Joseph, à qui j'ai dit bonsoir. Maître Joseph, et bienvenue dans Environnement pour tous. Oui, bonsoir, monsieur Olivier. Maître Joseph, Tropenbos venait d'organiser un atelier de formation d'idées au 4 septembre 2014. Pouvez-vous bien entendu nous dire quelles sont les motivations qui ont concouru l'organisation de cet atelier, M. Joseph? Oui, cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du projet APV Flag, exploitation et commerce légal du bois, une affaire de tous à Province-Orientale. C'est un projet qui est réalisé par Tropenbos avec le financement de la FAO et de l'Union européenne. Ce projet consiste à sensibiliser les parties prenantes pour leur implication dans le processus de négociation de l'APV Flag en RDC. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, APV Flag, c'est un acronyme anglais, mais APV c'est en français. C'est accord de partenariat volontaire. Et le FLET, c'est Forest Law Enforcement Governance and Trade. C'est l'application de la réglementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux. C'est une initiative qui est mise en place par l'Union européenne pour lutter contre l'exploitation et le commerce illégal du bois. Voici en résumé APV Flag. Voilà, puisque vous avez parlé de l'APV Flag, nous parlons de cet atelier de formation quand il est l'idée au 4 septembre 2014. L'atelier était intitulé Atelier de formation des parties prenantes. Moi, je voulais savoir concrètement, il s'agissait de quelle catégorie d'acteurs, Maître Joseph? Par partie prenante dans le cadre de ce projet, et là on fait allusion à tous les acteurs qui sont impliqués dans les activités d'exploitation artisanale de bois, et aussi que ce soit l'administration, les communautés locales, les exploitants artisanaux et voire même les consommateurs de bois ici de l'exploitation artisanale. Ce sont là les acteurs, et peut-être pour expliciter, et dans cet atelier, on a invité les représentants des communautés locales, on a invité également les représentants de l'administration locale, parmi lesquels il y avait les administrateurs du territoire, il y avait également les superviseurs de l'environnement, les représentants de la société civile, ainsi que les exploitants artisanaux de bois. Voilà donc les catégories qui ont participé à cette activité. Maintenant, Maître Joseph, quelles sont les matières qui ont constitué cette formation, si je peux dire, sur base de quels critères ils ont été sélectionnés? Je vais commencer par donner d'abord les motivations qui ont concouru au choix des matières qui ont fait l'objet de cette formation. Dans le cadre de ce projet, il y avait des activités qui ont été prévues. Parmi ces activités, il y avait une enquête d'évaluation des niveaux de connaissance des acteurs locaux sur les processus APV Flag. Et au cours de cette enquête, le résultat a démontré qu'il y a une faible connaissance du processus APV Flag par les acteurs locaux. De moins de 10% des personnes qui connaissent ce processus dans les territoires qui font l'objet de ces projets. Il a été également question lors de cette enquête d'identifier les besoins des acteurs en formation. Et ce sont ces thèmes-là que les acteurs eux-mêmes ont estimé les besoins pour une formation qui ont constitué les modules de cette formation. Et il y avait 8 modules qui ont été développés. Le premier module a porté sur la gestion durable des forêts. Le deuxième module sur l'exploitation forestière à impact réduit, suivi des filières de bois artisanales. Il y avait également un autre module sur les conflits liés à la gestion et à l'exploitation forestière. Un autre module a porté sur la cartographie participative. On a également parlé du processus APV Flag et de la réglementation du secteur artisanal du bois en RDC, ainsi que de l'implication du processus APV Flag. Je voudrais ici, Olivier, essayer de résumer les points où soit c'est l'essentiel des points qui ont été développés dans cette mouvement. En ce qui concerne les modules sur la gestion durable des forêts, il était question d'abord d'essayer de montrer aux acteurs, aux participants à l'atelier,
les fonctions des forêts. Parce qu'avant de bien gérer ou de protéger quelque chose, il faut savoir l'importance de cette ressource. Et sur base de cette connaissance, ça peut motiver à la terre de bien préserver compte tenu de l'intérêt qu'il a sur la ressource. Et dans ces modules, on a présenté aux parties prenantes les 3 fonctions de forêt. Et parmi ces fonctions, il y a la fonction écologique, il y a la fonction sociale et également la fonction économique. Par fonction écologique, on voit toute la contribution de la forêt par rapport à l'équilibre climatique. Et comme vous le savez, Olivier, ces derniers temps, on parle de changement climatique. Voilà. Tout cela, c'est parce que la forêt se dégrade et cela a plutôt d'impact important sur la dégradation aussi des conditions climatiques. C'est ainsi que nous avons tout intérêt à préserver la forêt, et parce que si on continue à dévaster, à dégrader la forêt, les conditions climatiques vont également continuer à se détériorer et au risque même d'éliminer toute vie sur la Terre. Ça, c'est par rapport à la fonction écologique. Et on avait également parlé de la fonction socio-économique. Cette fonction, c'est par rapport aux implications des activités d'exploitation sur la vie socio-économique des populations. C'est-à-dire que si on exploite la forêt, on doit également tenir compte de la situation socio-économique des personnes qui en dépendent. Je peux vous donner un exemple, M. Olivier. Oui, je vous en prie. Dans les zones où l'exploitation se fait, souvent on attend qu'il y a des tensions entre l'exploitant et les communautés, c'est parce que les communautés ne trouvent pas leur compte. Si on veut parler d'une gestion durable des forêts, on doit tenir compte également de ces populations-là qui dépendent de la forêt. Ça, c'est par rapport à la fonction sociale. Et par rapport également à la fonction sociale, il faut aborder toutes les questions là relatives aux forêts qui sont réservées aux activités récréatives. Il y a également les forêts où sont pratiqués les rites traditionnels. Ça, ce sont l'importance de la forêt du point de vue social. Et du point de vue économique, la forêt renferme plusieurs ressources et ces ressources permettent à la population d'exploiter et avoir des revenus pour leur subsistance et également à l'État pour avoir des revenus, soit pour diriger les pays. Voilà donc les 3 fonctions de la forêt qui ont été développées dans ces modules. Il a été également question dans ces modules d'informer aux parties prenantes sur les critères d'une gestion durable des forêts. Et parmi ces critères ou les conditions d'une gestion durable des forêts, on a dit qu'il faut adopter des techniques d'exploitation à impact réduit. Et on a dit également qu'il faut tenir compte des aspects sociaux de l'exploitation, ce que je venais de dire là. Et en troisième lieu, si on veut bien conserver la forêt, on doit également tenir compte des pratiques coutumières, des pratiques ancestrales que les communautés ont toujours utilisées pour préserver leur forêt. Parce que la préservation de la forêt, ce n'est pas une notion nouvelle pour les communautés. Les communautés ont toujours vécu dans les forêts et ils les gèrent toujours depuis la nuit des temps. Alors, si on veut bien protéger la forêt, on doit également tenir compte des coutumes et des pratiques de ces communautés. Voilà, en résumé, les points qui ont constitué ces modules-là sur la gestion durable des forêts. Après ces modules, il y avait également les modules d'exploitation forestière à impact réduit. Et dans ces modules, l'intervenant a fait voir aux participants les techniques à utiliser pour réduire l'impact des activités de l'homme sur la forêt. C'est-à-dire que pour couper, par exemple, un arbre, on doit tenir compte d'autres arbres qui sont à côté de cet arbre-là. Par exemple, on ne peut pas orienter un arbre vers d'autres jeunes arbres qui peuvent constituer des arbres à venir. C'est-à-dire que si on a besoin d'un arbre aujourd'hui, il faut tenir compte des autres arbres qui sont à côté. On doit orienter pour que ça cause moins de dégâts. On ne peut pas couper les arbres à côté des cours d'eau, on ne peut pas couper les arbres à côté des sources d'eau, parce que cela peut provoquer le tarissement des sources d'eau. Et dans ces modules, les participants ont bénéficié des notions d'une gestion ou soit d'une exploitation à impact réduit. Il y avait également un module sur les conflits, parce que là où se trouvent les hommes qui ont suivi les conflits, et surtout que l'activité de l'exploitation artisanale des bois est à la base de beaucoup de conflits. Il y a les conflits de terrain entre les exploitants et les communautés, entre
les exploitants et l'État, entre les communautés eux-mêmes, parce qu'il y a ces problèmes-là de partage des revenus sur les exploitations artisanales. Il n'y a pas vraiment une bonne gouvernance au niveau local par rapport à ces revenus. Et l'orateur a enseigné les participants sur le mode de gestion de conflit. Et il a même fait allusion à la commission de règlement des différents conflits qui a été instituée par l'arrêté et été promulgué en 2009. En plus de ces modules sur les conflits, il y avait également un module sur la cartographie participative. Dans ce module, l'intervenant a enseigné les participants sur la cartographie participative, un instrument important pour la résolution de conflits. Parce que dans la plupart des conflits qui s'observent dans les milieux ruraux, ces conflits-là ont pour base les limites, que ce soit les limites foncières, que ce soit les limites des espaces forestiers. C'est ainsi que si, au niveau de la communauté de base, si on peut parvenir à élaborer des cartes de leur superficie, de leurs étendues, cela peut réduire les conflits, les limites ou les conflits d'usage des espaces fonciers ou forestiers. Alors, il a montré que cette activité, c'est une activité qui doit être participative, ça doit impliquer la participation de tous les membres de la communauté afin d'éviter les contestations qui peuvent en résulter. Après la production de la carte. Après la cartographie participative, il y a également des modules sur APD-FLEP. Et dans ces modules, l'orateur a enseigné les participants sur les origines de l'APD-FLEP, les motivations qui ont poussé l'Union européenne à mettre en place cette initiative, ainsi que les avantages que le pays peut tirer du processus de négociation de l'APD-FLEP. À part ces modules, il y avait également un module sur la réglementation du secteur artisanal du bois. Ce module a été présenté par votre serviteur. Et dans ce module, il a été question de répondre à quelques questions, de savoir qui fait quoi, où et comment. Et par qui là, on a voulu savoir, conformément à la loi, qui peut pratiquer l'exploitation artisanale du bois. Et il y avait également la question de savoir où est-ce qu'il peut le pratiquer. La réponse à cette question, c'était dans la forêt des communautés locales. Par rapport d'abord à la première question de qui c'est un exploitant et qui est en règle avec l'État. Ce n'est pas que tout le monde peut s'improviser pour commencer à exploiter les bois, mais cette activité est réservée aux personnes physiques de nationalité congolaise et qui payent ses frais, ses taxes instituées par l'État. Et ce sont là les gens qui peuvent pratiquer l'exploitation artisanale des bois. Il a également été question de savoir comment. Et dans cette question, on a répondu à la lumière de la législation nationale, quelles sont les conditions pour pratiquer l'exploitation artisanale des bois. Et le dernier module a porté sur l'implication des parties prenantes. Pourquoi les parties prenantes doivent être impliquées dans ce processus? Il y a un adage qui dit tout ce que vous faites pour nous, ça nous est contre nous. Un processus qui n'est pas approprié par les acteurs, ce processus-là est voué à l'échec. C'est ainsi que dans ce processus, on doit fournir un effort de faire participer tout le monde. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces projets, parce que ces projets portent sur la sensibilisation des acteurs locaux. Nous voulons que tous ceux qui se font à Kinshasa, dans ces négociations de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, il faut que les desiderata des acteurs locaux également soient pris en compte. Ainsi que nous sensibilisons les acteurs locaux afin de les impliquer, afin qu'ils s'approprient le processus et qu'ils s'impliquent dans ce processus-là. C'est alors qu'on va avoir des résultats escomptés. Voilà de manière brève la présentation des motifs qui ont été présentés au cours de cette formation. Voilà, merci Maître Joseph. Maître Joseph nous a présenté les 8 modules du bachelor de cette formation de 3 jours pratiquement. Avec Maître, je voudrais encore poser une question. Quelles sont les retombées de cet atelier de formation, Maître? Oui, Olivier, vous voulez savoir les retombées de cet atelier. Je vous ai dit que l'atelier a connu la participation de 50 personnes venues de 6 territoires qui ont réalisé le projet. L'atelier a permis de renforcer la capacité de ces 50 acteurs venus du territoire. En plus de la formation qu'ils ont reçue,
ces participants ont également eu la mission d'aller organiser les ateliers de restitution dans leurs terroirs respectifs. C'est sûr qu'après l'atelier, on a réalisé des missions suivies et dans les 6 territoires qui ont réalisé les projets, les participants à l'atelier ont également organisé les ateliers de restitution. Et dans ces ateliers, on a connu la participation effective. La moyenne de participation dans les 6 territoires, c'est à peu près 100 personnes, 100 participants par territoire. Voilà, c'est une activité qui a connu la participation de 5 personnes par territoire. Et les 5 personnes-là sont rentrées dans leur terroir, formées 100 personnes. Et imaginez les 100 personnes-là, chacun, quand il va rentrer dans son foyer, dans son service, là où il travaille, je pense que les résultats peuvent être multipliés à 3, à 4 ou à 5. Et on peut comme ça avoir un effectif de personnes qui seront informées sur ces processus à partir de cette formation-là. Ça, c'est ce qu'on peut considérer comme les retombées. Je vous ai dit que l'objectif du projet, c'est pour sensibiliser les parties prenantes. Et à l'issue de ces projets, on s'est rendu compte que les 50 personnes qui étaient venues, qui ont participé à l'atelier, ont été sensibilisées. Parce qu'à la fin de chaque journée, on organisait des séances d'évaluation. Et les résultats, c'est au moins une moyenne de 60% de personnes qui ont réussi. 60% des participants ont réussi dans cette formation. Et également dans les territoires, d'ailleurs la restitution. Les activités de restitution ont été organisées à langue locale et ça a connu la participation des acteurs locaux. Et on peut suivre que l'objectif de cette activité a été atteint parce qu'il y a un large public qui a été informé sur APVFLEG. Voilà ce qu'on peut considérer comme le retombées de cette activité. Voilà, merci beaucoup Maître Joseph. Je crois, Maître Joseph, après cet atelier de formation, est-ce que Tropon-Boss compte organiser des prochaines activités dans le cadre du projet APVFLEG? Oui, je vous ai dit que ce projet, c'est un projet de sensibilisation pour l'implication des parties prenantes. Et après la formation, on va encore organiser une activité de consultation des parties prenantes. Parce qu'on a voulu d'abord les informer avant qu'ils puissent s'exprimer. Après l'information, c'est supposé que les acteurs ont une connaissance sur APVFLEG et l'activité suivante, ça sera la consultation. Et au cours de cette activité, on va recueillir les desiderata des acteurs locaux par rapport aux activités d'exploitation artisanale des bois dans leur terroir et également par rapport au processus de négociation de l'APVFLEG. Et tous ces desiderata qui seront collectés dans les 6 territoires du projet seront relayés au niveau de la commission de négociation pour que dans cette commission, on puisse également prendre compte des desiderata des acteurs locaux. L'idée, c'est qu'on ne peut pas seulement continuer à subir les conséquences des décisions déjà de Kinshasa. Oui. Nous voulons également qu'à la base, s'il y a une décision à prendre, s'il y a un processus comme celui-là, il faut également que les acteurs locaux soient impliqués. Surtout qu'à Kinshasa, il n'y a pas de forêt. Il ne faut pas que les gens de Kinshasa puissent seuls décider sur la forêt, ça impliquer les acteurs qui vivent dans les forêts. Ceux-là qui sont en contact et ceux-là qui gardent de manière permanente la forêt, ils doivent également être impliqués dans ce processus. Ainsi qu'on va consulter les acteurs locaux pour avoir les leurs desiderata et apporter ça au niveau de la commission de négociation pour la prise à compte des points de vue des acteurs locaux dans ce processus. Voilà l'activité qui reste dans ces projets. Et il y a également les activités de démission qui continuent à se réaliser dans tous les territoires. Nous avons signé des contrats de partenariat avec les chaînes de radio et dans les 4 territoires où sont réalisés les projets, les émissions sont organisées en raison de 2 émissions par mois. Tout ça, c'est pour sensibiliser les acteurs locaux afin de les impliquer dans ce processus de négociation de l'APVFLEG. Puisque nous parlons du processus de APVFLEG en RDC, est-ce qu'on peut savoir, les téléspectateurs qui sont tellement nombreux en train de suivre l'écran numérique, en train de suivre cette émission, mais également savoir c'est quoi APVFLEG? APVFLEG, c'est l'apport des partenariats volontaires pour l'application de la réglementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux.
c'est un acronyme en anglais, mais APV, bien sûr, c'est en français, mais FLET, c'est en anglais. Et FLET, APV, c'est accord de partenariat, comme je venais de le dire. Et FLET, là, c'est Forest, Law, Enforcement, Governance and Trade. C'est application de la réglementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux. C'est un peu long, mais je peux expliquer ce que ça veut dire. C'est une initiative de l'Union européenne mise en place pour lutter contre l'exploitation et le commerce illégal des bois. Comme vous le savez, que notre climat est en train de se dégrader, et tout cela, c'est par rapport aux activités de l'homme qui détruit son environnement. Il y a la forêt qui est détruite, et c'est la forêt qui est un élément important pour le recyclage de l'atmosphère. Et comme la dégradation de la forêt continue à s'aggraver, cela a un impact sur le climat. C'est ainsi qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont voulu apporter leur contribution dans la lutte pour la protection de l'environnement dans le secteur de l'exploitation des bois. C'est ainsi qu'ils se sont dit, nous ne pouvons pas continuer à consommer les bois illégaux alors que nous avons besoin de préserver les forêts. Si nous voulons apporter notre contribution dans la protection de la forêt ou de l'environnement, on doit également lutter contre les pratiques illégales qui contribuent à la dégradation de la forêt. C'est ainsi qu'ils ont mis en place cette initiative pour lutter contre l'exploitation des bois illégaux dans l'espace de l'Union européenne. Voilà de manière ramassée ce que je pouvais dire de l'APV. Merci, Maître Joseph. Maintenant, quel avantage les communautés locales tireront-elles de ces processus, Maître Joseph? Merci pour la question. C'est vraiment une question pertinente de l'intérêt des communautés locales. C'est d'ailleurs parmi les motivations du processus. Les communautés locales ont leur part dans ce processus. Parce que d'abord, la réglementation de notre pays, il y a des dispositions, il y a des lois qui défendent les droits de communautés locales. Parlons du code forestier, qui est l'instrument principal de la réglementation du secteur forestier en RDC. Le code forestier prévoit des droits aux communautés locales. C'est-à-dire, avant même la signature, parlons d'abord de l'exploitation industrielle, avant signature des contrats de négociation forestière par l'État congolais, la condition principale d'abord c'est la négociation des clauses sociales des cahiers de charges par les communautés locales. Une négociation qui va permettre à l'exploitant d'accorder aux communautés des avantages sociaux. Et ces avantages sont principalement les routes, les écoles, les hôpitaux, que l'exploitant doit construire en faveur des communautés locales. Ça, c'est déjà un avantage par rapport à l'exploitation industrielle. Par rapport à l'exploitation artisanale, le code forestier dit que l'exploitation artisanale s'effectue dans les forêts des communautés locales. Et l'arrêté 035 qui vient remarquer l'exploitation artisanale exige que l'exploitant doit au préalable négocier avec la communauté avant même d'obtenir son acte d'agrément. C'est-à-dire, avant de commencer toute activité d'exploitation artisanale, il faut négocier avec la communauté. Et au cours de cette négociation, les communautés demandent quand même un certain nombre de biens à leur profit. Et ça, lorsque l'exploitation s'est faite en respectant les normes, ce sont là les avantages que les communautés doivent bénéficier des activités qui s'effectuent dans leur contrée. Ça, c'est par rapport aux frais qui sont pris à charge par les exploitants. Mais il y a également la rétrocession qui est prévue par le code forestier. Le code forestier prévoit que les frais ici de l'exploitation doivent être rétrocédés à terme de 40% dans les provinces où sont effectuées l'exploitation. Et au niveau des provinces, on va également prendre les 15% et rétrocéder dans les entités territoriales décentralisées où les bons ont été exploités. Et ces fonds-là sont destinés pour la réalisation d'œuvres sociales qui peuvent contribuer à réduire la pauvreté dans les milieux d'exploitation. Voilà de quelle manière les communautés vont bénéficier de ces processus. C'est-à-dire si l'exploitation s'effectue conformément aux normes, les communautés vont se retrouver parce que la législation nationale prévoit des droits. D'ailleurs, les droits relatifs aux communautés locales
sont les conditions préalables pour la réalisation de toute activité forestière en RDC. Merci Maître Joseph. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau de la radio-télévision numérique Boyoma Maître Joseph qui est chargé des communications des Treppenboss internationales. Puisque nous parlons des Treppenboss internationales, Maître, une question sur votre structure. Vous êtes opérationnel dans combien de provinces? En RDC, Treppenboss est dans la province orientale. Nous avons des projets d'élargir nos activités dans la province de l'Équateur et la province de King, mais jusque-là, nous sommes dans la province orientale. En province orientale, précisément à Kisangani, on peut vous trouver dans quelle commune? Pouvez-vous nous donner l'adresse des Treppenboss ici à Kisangani? Le Treppenboss international est sur l'avenue de Vérable, numéro 32, dans la commune Max. Comment faire pour être membre des Treppenboss? C'est comment? Bon, Treppenboss, ce n'est pas une organisation qui donne aux gens la possibilité d'adhérer, mais quand Treppenboss réalise des activités, des études, s'il y a des projets que Treppenboss réalise, on lance des appels à candidature, nous lançons des appels d'offres et les gens qui sont intéressés souscrivent et on recrute les meilleurs. C'est comme ça qu'on peut participer dans les activités de Treppenboss. Maître Joseph, puisque nous sommes à la fin de notre émission Environnement pour tous, avez-vous un message à lancer à la population boyomaise? Merci. Le message que nous avons à lancer, c'est ensemble pour le bois légal. C'est le message du projet. C'est-à-dire que nous devons tous militer pour une exploitation rationnelle et durable de nos forêts. La forêt, c'est notre ressource. Nous n'interdisons pas aux gens de ne pas exploiter la forêt, mais nous devons exploiter la forêt de manière à permettre aussi que les générations futures puissent trouver ces ressources-là. Nous ne devons pas épuiser les ressources, nous devons exploiter rationnellement les forêts. Et cela va nous permettre de tirer profit et également de songer aux générations futures. Voilà le message que je vais lancer dans le cadre de ce projet. Quelques salutations, Maître Joseph. Je salue toute l'équipe de Treppenboss, en commençant par les directeurs, le professeur Alphonse Maïndo, l'office manager Armand Mwanga, notre secrétaire Sarah, Foura, Ashira, et tous les autres collègues, Gédéon, Papa Lambert et tous les consultants. Une salutation à tous un chacun. Voilà, Maître Joseph, merci d'être passé dans notre émission Environnement pour tous. Donc c'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, comme vous venez de suivre, nous sommes arrivés au terme de notre émission Environnement pour tous. Nous disons un grand merci à cette grande technique. Jean Junior Awazi et bien merci. Bola était derrière la caméra. Merci également à Zoom et Kambo pour la technique. Merci également à notre réalisateur Emmanuel Ipungu, également à notre ami Victor Lumangui et Ovic Tatuis, sous la supervision de Blaise Pascal Salomon. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission Environnement pour tous. Le prochain rendez-vous est prévu d'ici là. Portez-vous bien.